Et on accueille maintenant celui qui va clore cette longue série de 12 interventions dans le cadre des Journées nationales des géosciences. Voilà, donc c'est Jérôme Bergne. Bonjour à Alors, tous, alors tout va bien, Jérôme, donc donc on m'entend bien? oui, c'est parfait. J'espère que, bon là j'ai entendu un léger écho, non mais j'imagine que D'accord, ça va pas perdurer, hein. Donc ok, je on voulais va quand même. espérer. Voilà, alors là, la situation est un peu particulière parce que Jérôme va partager son écran. Donc là, c'est un peu plus acrobatique, mais il y a tellement d'animations géniales hein, sur la présentation de Jérôme que on lui a dit bah, qu'on allait tenter le coup. Alors on a fait des tests de l'autre côté, mais bon voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit pépin, mais je pense que ça devrait marcher parce que ce sont des animations qui ne sont pas trop gourmandes. Alors, Allons-y. j'ai quand même le plaisir d'accueillir Jérôme Vergne, qui est donc physicien au CNAP. C'est le Corps national des astronomes et physiciens. Alors bon, j'en connais quelques-uns, hein, parce que disons que je m'occupe de pédagogie en astro depuis un bon moment, mais c'est la première fois que je rencontre un astronome du CNAP qui fait de la sismologie, figure-toi. Donc, tu es aussi à l'Institut de physique du Globe de Paris, ce qui n'est pas vraiment étonnant, justement, pour un astronome spécialisé en sismologie. Tu as coordonné pendant plus de 15 ans le réseau de sismologie large bande permanent français et tu diriges maintenant, et c'est pour ça que tu nous parles de là-bas, hein, tu diriges maintenant l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique. Et tes travaux de recherche portent notamment sur le développement et l'application de méthodes d'imagerie sismologique passive de l'intérieur de la Terre à différentes échelles. Voilà. C'est pour ça que tu vas nous parler de cette occultation de l'intérieur de la Terre à partir des ondes sismiques. Donc, je vais disparaître, Jérôme. Tu vas Ouais, prendre la main. Alors, est-ce que tu as bien la main pour faire ton alors opération? Alors, je vais te donner, voilà, ça y est, tes présentateurs. voilà, ça devrait être bon. Je vais disparaître. D'accord. Je Ok, coupe pas mon micro pour t'aider éventuellement. Voilà, vas-y. Maintenant, il faut que ok. tu fasses ton affichage. Eh ben, ça Est-ce marche que du tonnerre. ça marche? On est ravis. Ok, eh Allez, on ben, se c'est retrouve tout à l'heure, parfait, hein, dans une grosse demi-heure, Jérôme. ça marche. Merci beaucoup, Jean, et puis bonjour à tous. Merci d'être encore présent après toutes ces présentations pour parler un petit peu, en effet, de sismologie. Donc, je vais pas refaire la présentation de où je travaille, mais globalement, oui, ça fait une vingtaine d'années au moins que je fais de la sismologie. Pour démarrer par une petite histoire, quand j'étais jeune, quand j'étais lycéen, je voulais regarder vers le ciel. J'avais mon télescope. Et puis, à travers mes études, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi regarder sous ses pieds et qu'il y avait plein de mystères sur notre planète Terre. Et donc, je me suis dirigé en effet vers la sismologie. Et donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était un petit voyage au centre de la Terre, un petit peu à l'image de Jules Verne, mais avec d'autres techniques. Qui ont lu ce livre, vous savez peut-être que l'idée était d'aller dans les gouffres pour aller voir ce qu'il y avait au centre de la Terre. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de faisable, dans le sens où un des plus profonds gouffres du monde, qui est en Géorgie, ne fait que 2 kilomètres de profondeur. Et donc, il faut trouver d'autres manières, d'autres moyens pour aller sonder ce qu'il y a sous nos pieds, sous cette grande boule, dans cette grande boule opaque qui est notre planète Terre. Peut-être qu'on pourra aller voir ce qui se passe au cœur des autres planètes. Alors, pour aller voir ce qu'il y a dans la Terre, une manière, c'est de faire un trou, tout simplement. Et ça, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des trous très profonds. Et en fait, là, ce que vous avez là, c'est une photo de ce qui reste du trou le plus profond qui existe sur Terre. C'est un forage qui a été réalisé en Russie, dans la péninsule de Kola. Un travail gigantesque qui a été mené entre 1970 et 1989, avec comme objectif d'aller à au moins une quinzaine de kilomètres de profondeur. Avec tous les efforts qui ont été déployés pendant toutes ces années, les chercheurs ont réussi à descendre à 12,2 kilomètres de profondeur. Voilà, il y a eu plein de problèmes techniques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, mais c'est ce que vous voyez là, c'est
la tête du forage le plus profond du monde qui est depuis sur un site entièrement abandonné. Voilà, donc on a réussi à aller voir ce qu'il y avait directement en regardant avec nos yeux, ce qu'il y a à 12 km de profondeur. 12 km, c'est rien. C'est rien par rapport au rayon de la Terre. Donc là, je vous ai mis un petit schéma à l'échelle. Voilà, cette demi-sphère, c'est la Terre, vous le savez, qui fait à peu près 6370 km de rayon. Et si vous arrivez à voir le petit point rouge en haut, à l'échelle, la profondeur de ce forage de Kola. Donc vous voyez qu'en termes d'observation directe, on ne connaît quasiment rien de l'intérieur de notre planète. Donc comment est fait l'intérieur de notre planète Terre? Et ça, c'est quelque chose qui a intéressé les gens, les scientifiques depuis tous les temps, hein. Et il y a eu tout un ensemble de propositions, de modèles de l'intérieur de la Terre. Voilà, là, je vous en ai juste synthétisé quelques-uns on va dire, du XVIIe au XIXe siècle, avec des idées qui étaient très marquées au début par des aspects religieux, par le christianisme, en essayant d'expliquer notamment certains épisodes de la Genèse, avec, vous savez, Noé et son arche sur un océan qui recouvrait l'ensemble de la Terre. Donc, par exemple, Thomas Burnett proposait que la Terre soit constituée de couches concentriques avec de la Terre en surface, évidemment, là où on marche, mais dessous un océan liquide, puis de nouveau de la Terre et un cœur de feu. À l'inverse, Woodward, lui, considérait que l'ensemble de l'intérieur de la Terre était entièrement liquide. C'était un énorme océan avec des fissures par lesquelles remontait l'eau pour faire les océans. À l'opposé, on avait des visions comme celle d'Athanasius Kircher qui, lui, voyait la Terre un peu comme un soleil éteint, mais avec quelques poches de roches fondues qui permettaient d'expliquer notamment la présence de volcans sur la Terre. Et puis, la photo du bas, enfin l'image du bas, c'est une image d'Henri Gautier qui, lui, considérait qu'en fait, à l'intérieur de la Terre était comme un miroir de ce qu'on voyait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on retrouvait des montagnes, qu'on retrouvait des océans et du vide à l'intérieur de la Terre. Voilà, donc tout un ensemble d'images de l'intérieur de la Terre sans avoir la possibilité finalement de savoir réellement de quoi elle était constituée. Alors les choses ont évolué, après il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été faites, notamment de la masse de la Terre. On a pu montrer qu'en fait sa masse volumique, la densité si vous préférez, est plus forte que celle des roches en surface, donc il devait y avoir plutôt des matériaux plus lourds au centre de la Terre. Et on est globalement à la fin du 19e siècle avec cette image que vous voyez à droite de William Hopkins qui propose en fait 3 possibilités pour la structure de la Terre. Toujours une couche évidemment solide en surface, mais soit un milieu de roches entièrement fondues à quelques dizaines de kilomètres de profondeur, soit au contraire une roche entièrement solide, c'est une graphique du bas, soit peut-être une partie fondue et une partie solide au milieu. Mais finalement, on ne savait pas. On n'avait pas d'observation qui nous permettait de savoir la Terre. Et est arrivée une technique qui est la sismologie, permettant donc d'enregistrer les tremblements de terre. C'est quelque chose qui a toujours intéressé les gens, d'essayer de savoir pourquoi il y avait ces tremblements de terre, mais c'est seulement à la toute fin du 19e siècle, et voilà, donc à partir des années 1880, 1880, on a pu construire des appareils, des sismomètres, suffisamment sensibles pour enregistrer des séismes qui se produisent un peu partout sur Terre. Et le premier enregistrement d'un séisme lointain, qu'on appelle un téléséisme, vous l'avez à droite, c'est un séisme qui a été enregistré par cet appareil construit par Ernst von Heuber-Paschwitz à Potsdam, qui a installé à Potsdam et qui a pu enregistrer un séisme qui s'était produit au Japon. Voilà. Et ça a été le début d'une nouvelle science, quelque part, qui est la sismologie ou la sismologie dite moderne. Et donc, les scientifiques, avec cette capacité d'enregistrer des séismes un peu partout sur Terre, se sont mis à installer ces sismomètres un peu partout. Dès les années 1900, on avait plus d'une vingtaine de capteurs installés sur l'ensemble de la planète. Et c'est allé très vite. Dans les années 60, 70, on avait déjà plusieurs centaines. Et là, vous avez un réseau qui était un réseau composé des mêmes types de capteurs et qui servait évidemment à la science, mais aussi à détecter les essais nucléaires pendant la phase de guerre froide. Et voilà une carte aujourd'hui où chaque point représente un sismomètre
manière qui est permanente ou quasi permanente sur la Terre. On est à plusieurs dizaines de milliers de sismomètres aujourd'hui installés sur la Terre. Et ces appareils et ces enregistrements des ondes sismiques nous ont permis de connaître l'intérieur de la Terre. Voilà, donc voilà, vous avez ici une frise qui est une espèce de synthèse des grandes découvertes qu'on a fait de l'intérieur de la Terre grâce à la sismologie, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est quelque chose de récent. Les arrière-grands-parents, par exemple, ne savaient pas qu'il y avait un manteau et un noyau au centre de la Terre. Donc ces découvertes sont vraiment récentes. Alors, pourquoi la sismologie nous permet de sonder l'intérieur de la Terre? Alors d'abord, peut-être pour commencer, rappeler ce qu'est un séisme et surtout des ondes sismiques. Vous savez qu'un séisme, c'est une rupture sur une faille et qui va produire un mouvement du sol, des vibrations qui vont se propager sur l'ensemble de la planète, comme est représenté sur l'animation en haut à gauche. Cette animation, en fait, chaque point, c'est un sismomètre. Vous avez une petite photo ici. Et donc, on fait des mesures ponctuelles du mouvement du sol et on obtient cet enregistrement du mouvement du sol avec le temps qu'on appelle un sismogramme. Et sismogramme, vous voyez, il est très complexe. Mais globalement, on voit, vous le savez sans doute, différentes ondes sismiques, différents types de déformations du sol qui se propagent. Les deux principales étant ce qu'on appelle les ondes de volume, les ondes P et les ondes S, qui correspondent pour les ondes P à une compression, dilatation du sol. C'est la même chose qui se passe dans l'air, ou dans les fluides. Et puis dans la Terre solide, en tout cas, il y a un deuxième type d'ondes qu'on appelle les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement. Un petit peu, c'est comme si vous faisiez une chaîne humaine et puis que vous voyez, un bonhomme qui se baisse. Et c'est cette propagation du mouvement qui correspond à une onde de cisaillement. Voilà. Donc, vraiment, les ondes sismiques, c'est un peu comme des ondes comme quand vous lancez un caillou dans une mare d'eau et vous voyez ces mouvements qui se propagent, sauf que dans un matériau solide, on a des mouvements un peu plus complexes. Voilà. Et en fait, quand on essaye de comprendre comment les ondes se propagent, on travaille sur des approches très analogues à ce qui se passe dans la propagation de rayons lumineux. Vous savez probablement que quand un rayon lumineux arrive dans un milieu différent, sa trajectoire change. C'est la même chose pour les ondes sismiques, parce que l'animation que vous avez à droite, vous avez une déformation du sol qui est dans un milieu, puis qui arrive sur une limite avec un autre milieu où la vitesse de propagation des ondes est différente. Et vous voyez que ça change de direction, voilà, pour maintenir le mouvement des particules au niveau de l'interface. Et en fait, au lieu de représenter des ondes, comme je le montrais avant, on peut simplifier quelque part ce trajet des ondes sismiques avec un outil mathématique qu'on appelle le ray sismique, qui donne la direction, en gros, de propagation de ces ondes. Et on peut faire de la géométrie très simple. Je vous promets, c'est la seule équation de ma présentation en appliquant des formules comme celle que vous connaissez peut-être, qui est la formule de Snell-Descartes, qui nous permet de savoir, en gros, dans quelle direction part une onde quand elle traverse une interface. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour comprendre l'intérieur de la Terre. Là, vous avez une animation de ces ondes qui se propagent, les ondes P en rouge, jaune, et puis les ondes S en vert et bleu, qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Et on va mettre des capteurs un petit peu plus partout à la surface de la Terre, et on va enregistrer ces différentes ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Mais avec les traits noirs que vous voyez, ce qu'on appelle donc ce ray sismique, on se rend compte que ce qu'on va enregistrer, les propriétés d'une onde qu'on va enregistrer, comme l'onde P par exemple, à une station loin d'un séisme, vont pouvoir nous renseigner sur les matériaux qui ont été traversés par cette onde le long de son trajet. Et en appliquant les formules que je vous ai présentées avant, on peut en déduire un peu des informations sur les propriétés du sous-sol. Voilà. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre comment était structuré simplement, dans un premier temps, l'intérieur de la Terre. Un des premiers grands monsieur qui a permis de comprendre ce qu'il y avait sous nos pieds, c'est ce monsieur, monsieur Morovichik, qui, en 1909, ont commencé à avoir tout un ensemble de capteurs en Europe. Et donc là, vous avez quelques enregistrements d'un séisme qui s'est produit à côté du laboratoire où il travaillait, à Zagreb, un séisme assez important et qui a été enregistré sur plein de capteurs situés en Europe. Et là, vous avez ces sismogrammes de ce séisme-là. Et il s'est simplement amusé à essayer de le temps d'arrivée de ces différents paquets d'ondes qu'il observait. Et il s'est rendu compte,
en fait, qu'à partir d'une certaine distance, il enregistrait plusieurs ondes. Voilà, alors leur petit nom ici est marqué, ce qu'on appelle les ondes PG et PN. Et pour expliquer en fait le fait qu'il enregistre ces différentes ondes, il a fait un petit modèle très simple et il s'est rendu compte que pour expliquer ça, il fallait mettre à une certaine profondeur, autour de 40-45 km de profondeur, une interface, une limite et une augmentation brutale de la vitesse pour expliquer ce qu'on appelle des ondes réfractées. Et donc, comme ça, il a mis en évidence une limite avec une augmentation de la vitesse des ondes P de 6 à 8 km par seconde, à peu près 40 km de profondeur. Et c'est ce qui, vous savez aujourd'hui, est la limite entre la croûte et le manteau terrestre. Et c'est le nom de cette discontinuité, on l'a appelé donc discontinuité de Mohorovic en son honneur. Cette première, quelque part, une de ses premières découvertes, c'est cette limite entre la croûte et le manteau à partir de ces ondes réfractées. Quelques années après, alors avant et après, parce qu'il y a eu deux découvertes par Richard Oldman et puis Benno Gutenberg en 1906 et 1914. Eux, ils ont regardé ces sismogrammes, mais à une échelle plus planétaire. Alors, je ne vous montre pas leurs enregistrements qui ne sont pas très beaux, qui ressemblent aux précédents. Ce que je vous montre à gauche, c'est un exemple récent d'un séisme sur Terre enregistré à tout un ensemble de stations sismologiques sur l'ensemble du globe à différentes distances. Alors la distance, elle est en abscisse, elle est exprimée en degrés, c'est en degrés l'angle au centre de la Terre. Gardez en tête qu'un degré, c'est à peu près 111 km à la surface de la Terre. Voilà, donc lui, il faut imaginer, ces deux personnes n'avaient que une de ces lignes, de ces sismogrammes à disposition, mais ils se sont rendus compte que cette première arrivée, cette onde P qu'on voit un peu partout, à partir d'une certaine distance, à partir à peu près de 110 degrés, de distance épicentrale, elle disparaissait complètement. Et puis elle réapparaissait un peu plus loin, presque aux antipodes de la Terre. Et donc au milieu, il y avait une espèce de zone floue, sans arrivée d'onde sismique, qu'ils ont appelée une zone d'ombre. Et puis en faisant un peu de géométrie, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait s'expliquer que si au centre de la Terre, il y avait un corps où la vitesse des ondes diminuait fortement. Et donc, c'est les schémas que vous avez derrière à droite qui vont dévier les raies sismiques qui vont en fait ne jamais arriver pour cette onde P dans cette zone d'ombre. Voilà. Et Benno Gutenberg, à qui on attribue essentiellement à cette découverte de cette interface et de cette diminution de vitesse, en fait, a mis en évidence la présence de ce noyau au centre de la Terre à peu près 2000 km de profondeur. Et donc, c'est la découverte du fait qu'on avait un noyau. Et on a découvert un peu plus tard que, en fait, dans sa externe, il était liquide, puisque les ondes S ne peuvent pas s'y propager. Donc, dès 1914, on sait qu'il y a un noyau au centre de la Terre et on sait à quelle profondeur il se situe. Et puis, vous savez probablement qu'à l'intérieur de ce noyau, qu'on appelle la graine, ou le noyau interne, et ça a été découvert par une scientifique danoise, Inge Lehmann, en 1936, qui avait un peu plus d'enregistrements. Et elle s'est rendue compte que dans cette zone d'ombre dont je vous parlais tout à l'heure, et vous les voyez sans doute là sur ces données récentes, il y a une petite arrivée, une petite onde qui arrive finalement, qu'on n'avait pas vue avant. Voilà. Et cette onde-là, Inge Lehmann l'a expliquée par le fait qu'il devait y avoir au centre du noyau une autre partie où les vitesses étaient la plus rapides et qui permettait de renvoyer finalement de l'énergie dans cette fameuse zone d'ombre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les ondes PKI-Kp. Et donc, elle met en évidence que dans ce noyau liquide, qu'on savait liquide à l'époque, il y avait une autre partie qu'on appelle la graine. Alors, on ne savait pas qu'elle était solide, cette graine-là, et ça a été prouvé uniquement quelques années après, dans les années 40, notamment par un monsieur qui s'appelait Jeffreys. Voilà, donc globalement, on va dire que dans les années 50, on sait à peu près comment est l'ensemble de la Terre. C'est-à-dire qu'en 50 ans, grâce à la sismologie, on a connu la structure de l'intérieur de la Terre avec ce découpage que vous connaissez tous, avec une croûte, un manteau, où la vitesse des ondes P et des ondes S augmente, puis vers à peu près 2900 km de profondeur, on rentre dans le noyau et on a pu prouver que ce noyau, c'était à plus de 80% du fer. Un noyau qui est séparé en deux parties, un noyau externe qui est liquide, on a du fer liquide, très peu visqueux, c'est quasiment la viscosité de l'eau ou un petit peu plus. Et puis à l'intérieur, donc un noyau interne qui lui est solide. Ça a été réellement prouvé, donc je vous l'ai dit, dans les années 40 et même plutôt dans les années 60. Voilà.
aussi la graine. Voilà. Voilà. Donc en gros, on avait cette vision de ces grandes structures et grandes discontinuités dans les années 60. Mais en fait, on a encore découvert plus tard de nouveaux petits changements brutaux de la vitesse des ondes. Et la dernière couche qu'on a trouvée, elle est marquée à droite sur cette image, c'est ce qu'on appelle la couche des secondes, qui est une couche qui est à la base du manteau. Et en fait, cette couche-là, on l'a découvert dans les années 80. Voilà. Alors, vous n'étiez pas nés, dans la plupart, enfin tous. Voilà. Moi, j'étais, donc on ne savait pas qu'il y avait une autre couche à la base du manteau. Et ça a été découvert en regardant voilà, des ondes les ondes S, entre les ondes S et les ondes SCS. Alors, l'onde S, là, vous voyez, c'est une propagation entre le séisme et la station. Une onde SCS, c'est une onde qui est réfléchie à la limite entre le manteau et le noyau. Et ces deux auteurs, Ley et Hamburger, se sont rendus compte, ce que vous avez en bas à gauche, qu'il y avait, alors c'est ténu, hein, mais une petite onde qui arrivait entre les deux. Et pour l'expliquer, il faut introduire une interface à peu près 300 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Et donc une couche inférieure qu'on a appelée la couche des secondes, parce que dans les premiers modèles de Terre, le manteau s'appelait la couche D, simplement. Voilà. Et donc ça a été mis en évidence dans les années 80. Et pendant assez longtemps, on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on avait cette couche-là. Et la nature de cette augmentation de vitesse, au moins pour les ondes S, a été en fait prouvée uniquement il y a 20 ans, pas plus que ça, par des études en fait en laboratoire où on a pu prouver que c'était lié à un changement de phase du matériau principal qui constitue le manteau et le manteau profond qui s'appelle la perovskite, qui est en fait une forme condensée de l'olivine que vous avez en haut. Hein. Donc la perovskite, hein, c'est du magnésium, c'est les petits points, les petites boules vertes, et puis de la silice et de l'oxygène. Et on s'est rendu compte à partir d'à peu près 2500 degrés, 120 gigapascales de pression, c'est-à-dire 120 milliards de fois la pression atmosphérique, ben, la structure de ces atomes change et on va vers une nouvelle forme cristallographique qu'on appelle aujourd'hui la post-pérovskite. C'est ce changement de phase de ce minéral qui explique très probablement la présence de cette couche des ondes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette structure de la Terre, en fait, finalement, elle est très récente. Voilà. Mais on a jusque-là une vision qui est une vision, on va dire, simplement à une dimension de l'intérieur de la Terre. Ce qu'on a développé à partir des années 70, c'est une vision à 3 dimensions. Une méthode qu'on appelle de tomographie, c'est un petit peu comme quand vous allez passer un scanner, on envoie des ondes à travers votre corps, elles sont de l'autre côté, et puis en faisant tourner ces sources de rayons X et puis ces détecteurs, on peut recréer une image en 3D de l'intérieur de votre corps sans avoir à creuser dedans, schématiquement. Et bien, c'est la même chose pour voir des images en 3 dimensions de l'intérieur de la Terre, où en fait, les sources, donc comme les rayons X en imagerie médicale, ça va être nos séismes, et puis nos détecteurs, ça va être les stations sismiques. Et on utilise simplement le fait que si, comme le schéma, on a des zones dans la Terre où la vitesse est un peu plus lente ou un peu plus rapide, et ben ça va avancer le temps d'arrivée d'une onde, ou ça va le retarder, ça va déformer ces fronts. Et donc, en combinant toutes ces données, on peut recréer en imagerie médicale des images en 3D de l'intérieur de la Terre. Cette première image en 3 dimensions de l'intérieur de la Terre, elle a été faite uniquement en 1984. Voilà, et vous avez cette image sur la gauche. Donc, c'est des coupes à différentes profondeurs, entre 670 km de profondeur et la CMB. La CMB, c'est la limite entre le noyau, corps en anglais, et le manteau, mantle. Et cette première image, elle est finalement très floue de l'intérieur de la Terre, et les gens qui travaillent sur la tectonique notamment n'y ont pas tellement cru et ne l'ont pas trop utilisé. Mais c'est allé très vite, on a rajouté des séismes, on a rajouté des stations et des données, des moyens de calcul informatique pour arriver dans les années 90 à ce type d'image-là où vous voyez nettement plus précise. Et là, on s'est rendu compte qu'on voyait tout d'un coup tout un ensemble d'éléments de l'intérieur de la Terre. Et en particulier, si on fait une coupe verticale, là, vous voyez qu'il passe en gros à travers les États-Unis, d'ouest à gauche à est à droite, on se rend compte qu'il y a un espèce de... Alors, bleu, ça veut dire plus rapide en termes de propagation des ondes sismiques. Et cette zone bleue, c'est en fait
le reste d'une ancienne subduction qui n'existe plus aujourd'hui, qui était au niveau de l'ouest des États-Unis, qu'on appelait la plaque Farallon, que les tectoniciens envisageaient mais n'avaient aucune preuve. Et en fait, on l'a retrouvée dans ces images de l'intérieur de la Terre. Et donc aujourd'hui, on a des modèles en 3 dimensions, des variations de la vitesse des ondes à l'intérieur de la Terre qui nous permettent donc non pas une vision en couche, mais une vision vraiment en 3 dimensions et quelque part presque dynamique. Voilà, donc vous voyez cette animation des variations de la vitesse des ondes depuis la surface ici jusqu'à la base du manteau avant de rentrer dans le noyau terrestre. Voilà, on pourra y revenir si vous avez des questions. Et ces images, elles nous montrent plein de choses. La première chose qu'on voit sur ces images tomographiques de l'intérieur de la Terre, c'est justement ces subductions, ces plaques lithosphériques qui plongent dans le terrestre. Et quand on fait des coupes à travers différentes zones de subduction, on arrive à voir où vont ces plaques et on voit qu'elles ont des topographies, des géométries différentes. Et en fait, on peut même utiliser aujourd'hui ces images tomographiques. Là, vous avez en haut une image à 1300 km de profondeur, une autre à 2600. Des taches bleues, c'est très probablement des anciennes lithosphères océaniques qui ont plongé à l'intérieur du manteau. Et donc, on peut aussi recréer, en gros, plus on va profond dans le manteau, plus on monte dans le passé. Et on peut recréer où étaient ces zones de subduction. Voilà, quand on regarde en gros à 1300 km de profondeur, ça nous dit où étaient les zones de subduction en surface il y a 120 millions d'années. Si on regarde à 2600 km de profondeur, ça nous dit où étaient les zones de subduction il y a 240 millions d'années. Donc on peut reconstruire une histoire dynamique de la Terre en regardant ces images tomographiques de l'intérieur. Et puis on a observé des choses étonnantes, et là je vous parle un peu de grandes questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Là, vous avez une image tomographique où on est à 2800 km de profondeur, c'est-à-dire très proche de la limite entre le manteau et le noyau. En fait, quand on regarde à ces profondeurs, on se rend compte qu'il y a 2 grandes zones où la vitesse est plus lente qu'en moyenne. Donc là, on est un peu dans cette couche des secondes. Alors en anglais, on les appelle les SVP, Large Low Seismic Velocity Province. En français, juste des provinces d'anomalies de vitesse lente. Et en fait, c'est étonnant parce que ces zones-là semblent correspondre, quand on replace dans l'histoire, elles semblent correspondre leurs bordures aux zones d'où sont originaires les points chauds, vous savez, ces espèces de remontées de matériaux moins denses que le manteau et qui créent ces volcans, par exemple, au milieu des océans, comme le volcan d'Abraham de la Réunion. Ça semble être aussi à l'origine des trappes volcaniques. Alors, les trappes volcaniques, c'est ces grandes émissions de lave à la surface de la Terre, connues, et les trappes du Décan, qui dateraient de 65 millions d'années en Inde et qui pourraient correspondre à la période d'extinction à la limite Crétacé-Tertiaire et l'extinction des dinosaures. Voilà, ou les kimberlites, qui sont des roches qui peuvent remonter à des vitesses faramineuses du manteau, à plus de 30 mètres par seconde, dans lesquelles on trouve du diamant. Voilà. Et il semble en fait que quand on remet en position ces éléments, leur origine colle avec la limite de ces zones à faible vitesse à la base du manteau terrestre. Et puis même, ça c'est des études très récentes, celle-là date de 2010, mais il y en a encore ces dernières années, qui montrent que sur ces bordures de ces zones à faible vitesse, on a des zones où la vitesse est extrêmement faible. Tout d'un coup, la vitesse des ondes S baisse de plus de 30%, la vitesse des ondes P de plus de 10%. Voilà, juste dans certaines zones qui sont les zones rouges que vous avez à gauche, qu'on appelle les ULVZ en anglais, Ultra Low Velocity Zone, donc des zones à hyper faible vitesse. Voilà, et qui sont étonnantes parce qu'on peut prouver aussi par ailleurs que ces zones-là, la vitesse des ondes sismiques diminue, mais la densité augmente. Et c'est encore une question aujourd'hui de quoi sont composées ces zones lentes à la base du manteau terrestre, qui probablement sont les zones d'origine de ces panaches volcaniques qui remontent jusqu'en surface. Et une des hypothèses, c'est que c'est soit en fait un reste, un espèce de cimetière de plaques en subduction qui vont s'accumuler à ce niveau-là avec des transformations de phase, ou une autre hypothèse, c'est que c'est des mélanges, notamment dans ces zones à hyper faible vitesse, entre le noyau ferrique et le manteau silicaté. Voilà. Alors, j'en ai presque fini, mais je voulais vous parler un petit peu des nouvelles manières qu'on utilise pour
étudier l'intérieur de la Terre. Jusqu'à présent, en gros, la sismologie, c'est basé, et c'est logique, sur l'enregistrement de séismes. Donc, il faut des séismes pour imager l'intérieur de la Terre. Et c'est un des problèmes pour lesquels nos images sont encore séismes, hein, on ne décide pas où ils sont, en gros, quoi. Et donc, ça nous fait des images un peu floues de l'intérieur de la Terre. Mais il y a des nouvelles techniques qui émergent aujourd'hui. Et une, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le bruit sismique ambiant. En gros, si vous posez un sismomètre quelque part, très probablement, voilà, si vous regardez 10 minutes, un quart d'heure, vous n'enregistrerez pas de séisme, de gros séismes. C'est relativement rare, on va dire, un gros séisme, un par jour, peut-être sur Terre, en moyenne. Voilà, ça dépend de la magnitude, évidemment. Mais par contre, vous n'enregistrerez pas rien. Vous verrez un mouvement du sol en continu, comme c'est illustré ici. Et ce mouvement du sol, il est lié à plein de phénomènes externes. Ça lié à la circulation automobile ou la circulation des trains qui fait vibrer le sol. C'est aussi lié au mouvement de la mer, à la houle océanique qui, en continu, va générer des vibrations du sol. C'est ça qu'on appelle le bruit sismique ambiant. C'est un peu notre pollution, ou c'était pendant un certain temps notre pollution à nous, sismologues, comme la pollution lumineuse pour les astronomes. Mais il y a une quinzaine d'années, des chercheurs se sont rendus compte que si on prenait à 2 capteurs ces enregistrements des vibrations ambiantes, qu'on faisait une opération mathématique, on va la passer, qui s'appelle la corrélation, on avait un nouvel enregistrement. Et ce nouvel enregistrement, en fait, il nous permettait de simuler des séismes. Vous avez vu sur mon schéma, il y a 2 points rouges, un A et B. Donc, vous mettez un capteur en A et un capteur en B. Vous faites cette opération mathématique sur ce bruit ambiant. Et ce que vous observerez sur votre signal, c'est en B, c'est ce que vous auriez observé s'il y avait eu un séisme en A. Mais il n'y a jamais eu de séisme en A. Ce qu'on appelle un séisme virtuel. Donc, avec cette technique, on peut fabriquer des séismes virtuels qui n'existent pas, qui n'ont jamais eu lieu, mais simplement en utilisant ces vibrations ambiantes et ces ondes générées par l'activité humaine ou océanique. Et ça nous permet aujourd'hui aussi de sonder l'intérieur de la Terre. Je ne vais pas passer trop de temps, je suis en retard sur ce schéma, mais en gros, à gauche, c'était les fameux temps d'arrivée en fonction de la distance à partir de séismes, et au milieu, c'est cette image de ces ondes sismiques qu'on reconstruit, qui se propagent dans la Terre, mais sans utiliser aucun séisme, juste avec les vibrations anciennes, là, par exemple, issues de la houle océanique. Et ces techniques, ça veut dire qu'on peut faire de l'imagerie dans des zones où il n'y a même pas de séisme. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. Si vous avez un exemple d'une étude qui a quelques années, pour imager comment est fait la plaque européenne, là, à 30 km de profondeur, en faisant juste cet enregistrement des vibrations ambiantes du sol à différents capteurs répartis en Europe. Voilà. Donc, chaque capteur devient quelque part un espèce de séisme virtuel. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus dépendant de la position des séismes, mais on améliore considérablement la résolution de nos images tomographiques. Voilà. Et ces techniques, elles sont intéressantes pour étudier la Terre. Mais à terme, elles nous permettraient d'aller étudier la structure d'autres planètes où il n'y a pas de séisme. Voilà. Alors ça, ce n'est pas encore fait. C'est des objectifs dans les années ou dizaines d'années à venir. Mais malgré tout, on a quand même déjà commencé à essayer de faire de la sismologie sur d'autres planètes. La première, c'est la Lune. La Lune, avec les différentes missions Apollo, où dans une bonne partie de ces missions, les astronautes ont installé des sismomètres sur la Lune, voilà, qui ont fonctionné pendant quelques semaines, voire quelques mois, ou jusqu'à quelques années, sur la face visible, parce qu'il y a eu des alunissages que sur cette face-là. Vous avez ici une photo prise, je crois, sur Apollo 14, ici. Et on a enregistré des séismes sur la Lune. C'est étonnant, il n'y a pas de tectonique des plaques, mais il y a des séismes. Alors, des séismes qui sont à la surface et puis des séismes profonds. Voilà. Vous avez un exemple de ces enregistrements ici. Donc, en anglais, on appelle ça des moonquakes, des séismes de Lune. Voilà. Et on a pu, comme ça, avoir une première idée de la structure de la Lune ou de confirmer des choses qu'on avait envisagées avant. Donc, on sait par exemple que la Lune a une croûte finalement assez épaisse, une 60aine de kilomètres de profondeur, et qu'elle a un manteau qui, en proportion par rapport à la Terre, est beaucoup plus gros que son noyau. Voilà, on a un noyau sur la Lune qui devrait faire 400-500 kilomètres de rayon. Voilà, on pense même, mais ce n'est pas encore certain, que ce noyau ressemble à celui de la Terre avec une partie liquide à l'extérieur et une partie solide à l'intérieur. Mais ça, ce n'est
pas certain, simplement parce que malheureusement, on n'a pas vraiment eu d'ondes sismiques qui ont traversé ce noyau parce que les stations sont toutes du même côté. Donc, c'est un des objectifs dans le futur, de mettre des stations sismologiques sur la face cachée de la Lune pour arriver à utiliser des raies sismiques qui traverseraient ce noyau et donc connaître sa composition. Et puis, mais ça a été évoqué juste avant par Agnès, vous le savez, on a réussi en novembre 2018 à installer un sismomètre sur la planète Mars. Alors un seul. Donc on essaye de faire de la sismologie avec un capteur, finalement, de la même manière qu'on faisait la sismologie au fin du 19e siècle, au début du 20e sur Terre. Voilà. Et on a enregistré des séismes sur Mars. Voilà, 1300 à peu près voilà, aujourd'hui. Et là, je vous en fais. Alors, il y a du son, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais vous voyez le sismogramme en bas et on peut le transformer en son et vous allez entendre un séisme martien. Je ne sais pas si le son passe. Voilà, il est là. Voilà, donc on a juste parti le mouvement du sol dans les fréquences audibles par l'homme, et on en a enregistré à peu près 1300. Et donc, on peut commencer à comprendre l'intérieur de la planète Mars. On en a un peu parlé avant. Et voilà, je finirai là-dessus. Donc, ce sismomètre, il a notamment été développé par l'Institut de physique de Paris, où je travaille aujourd'hui. Voilà, et là, vous avez à gauche un des derniers résultats scientifiques qui a utilisé, en fait, non pas un séisme sur Mars, mais un impact de météorite qu'on a pu voir, et donc on sait exactement où il a lieu. On peut le localiser, parce que sinon c'est compliqué de localiser les séismes sur Mars avec un seul capteur. Et en étudiant ces ondes sismiques générées par cet impact météoritique qui a eu lieu en septembre 2020, eh ben, on a pu montrer très récemment, hein, c'est un résultat de fin 2023, que très probablement, à la base du manteau de Mars, il existait une partie du manteau entièrement fondue au-dessus du noyau. Quelque chose qu'on n'a sans doute pas sur Terre. On est quasi sûr aujourd'hui qu'on ne l'a pas sur Terre, mais on l'aurait sur Mars. Et puis, on a pu montrer plein d'autres aspects, calculer l'épaisseur de la croûte sous le lieu du sismomètre séiste de InSight. Et puis aussi, montrer avec une quasi-certitude que le noyau est fluide. Après, il y a encore des incertitudes pour savoir est-ce qu'il y aurait une partie solide ou pas, mais très probablement que le noyau martien est entièrement liquide. C'était une des questions qui était présente tout à l'heure. Et voilà. Et donc, à terme, l'idée, c'est d'en installer d'autres et puis de continuer ces études et puis d'utiliser les vibrations ambiantes sur Mars, liées au mouvement de l'atmosphère notamment, pour essayer de faire des images, et cette fois-ci, peut-être en 3 dimensions de l'intérieur de notre planète. Voilà, j'ai été un peu long. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et puis, évidemment, je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Merci Jérôme. Et je disais qu'il y a de la diversité hein, dans les géosciences. Et là, on vient de faire de la sismologie interplanétaire. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est le moment hein, de noter, de discuter entre vous d'ailleurs, hein, pour réfléchir sur les questions qui vous intéressent. Moi, voilà, je vais mettre en forme l'affichage. Alors, il va y avoir des questions. On laisse les classes se discuter, mais il y en a quand même une que je voudrais te poser parce que je veux être sûr de bien comprendre. Les ondes P et S, elles se propagent en même temps. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Enfin, parce que si je comprends bien, l'onde P, elle tient à la nature du déplacement justement de l'onde dans la matière rocheuse. Et alors que on est en surface pour les ondes S, hein, c'est ça? Alors, non, en fait, schématiquement, la lettre P et S, bon, c'est une discussion, mais globalement, si on essaye de voir l'origine de ces deux lettres en français, on peut dire que P, c'est l'onde première et S, c'est l'onde seconde. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est une explication française. Quand on discute avec des anglophones, ils appellent la notion de PS, c'est plutôt P pour pression, pressure, et S pour shear, qui veut dire cisaillement. Et ça, c'est une Oui. meilleure traduction parce que ça traduit plus la manière dont les roches se déforment quand ces ondes passent. Donc, l'onde P, il faut imaginer que c'est une compression, dilatation de ces roches qui se propagent. Et l'onde S, c'est un cisaillement de ces roches.
Voilà. Et donc, on a des ondes P dans les solides et dans les liquides, dans les fluides, mais on a des ondes S que dans les solides. Voilà. C'est pour ça que voilà, je vous parle dans un fluide qui est l'air. Vous ne m'entendez qu'il n'y a qu'une onde qui a un équivalent d'onde P. Voilà. Disons que dans la Terre, vous m'entendriez 2 fois décalé, avec une onde P et une onde S. Voilà. Et D'accord. justement, par rapport à ta première question, ces deux ondes se propagent à des vitesses différentes. C'est pour ça que sur le sismogramme que je montrais, elles arrivent à des temps différents pour un même séisme à une même station. Globalement, les ondes P dans la croûte terrestre, par exemple, se propagent à peu près 6 km par seconde. C'est très rapide. Les vont plutôt se propager à entre 3 et 4 km par seconde dans la croûte. Et plus on descend, plus elles vont vite. Les ondes P à la base du manteau vont à un peu plus de 11 km par seconde. Et disons que les ondes S vont globalement, grosso modo, deux fois moins vite que les ondes P. Ok. Bon, tu as terminé en parlant des séismes sur Mars. Alors, Ouais. tu as le droit à quelques questions là-dessus, hein. On a une évaluation de la magnitude de ce type. Alors, parce que là, Oui. tu faisais allusion à un choc dû à un cratère. Donc, est-ce Ouais. qu'on peut parler véritablement d'un séisme? Parce que là, c'est pas propre. Alors non, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot séisme. Alors, il y a sur Mars, c'était envisagé évidemment avant cette mission InSight, mais il n'y avait pas de preuves directes qu'il y en avait. Il y a eu des séismes dans les 1300 événements sismiques. La grande majorité, c'est des séismes, c'est-à-dire une rupture sur une faille. Voilà. Même s'il n'y a pas de tectonique. Voilà. Donc, il y a d'autres phénomènes qui génèrent malgré tout ces séismes. Alors, ces séismes, ils ont été, pendant les premières années d'InSight, c'était des petits séismes, on va dire des magnitudes autour de 3. Mais heureusement, les conditions sur Mars font qu'il y a moins de bruit, il n'y a pas de gens qui habitent sur Mars, voilà, donc il y a moins de vibrations ambiantes, il n'y a pas d'océan. Donc tout ça, ce bruit ambiant dont je parlais, on l'a moins. Donc on peut détecter des plus petits événements. Mais on a eu jusqu'à le plus gros séisme de mémoire et d'un séisme de magnitude 5 sur Mars. Voilà. Et puis, alors j'avoue que je n'ai pas l'estimation de magnitude pour le choc météoritique. On peut le transformer, parce que la magnitude, c'est une espèce de mesure de l'énergie. Donc, on peut la transformer plus ou moins en magnitude, mais ce n'est pas forcément hyper pertinent. Actuellement, on est allé jusqu'à la magnitude 5 sur les 4 à 5 années de fonctionnement de l'instrument de CX, quoi. Voilà. Sur la Lune, c'est encore plus faible. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois qu'on ne dépasse pas l'équivalent de 3 en termes de magnitude. Donc, on n'est pas du tout sur la même activité sismique que sur l'intérieur de la Terre. Et c'est pour ça qu'on cherche aussi une nouvelle méthode d'imagerie sismologique de l'intérieur des planètes sans forcément utiliser des séismes pour que ça puisse s'appliquer sur d'autres corps célestes. En fait, on fait clairement de la planétologie avec ces Tout à méthodes-là. fait. C'est une méthode utilisée pour la planétologie aujourd'hui, alors avec la contrainte qu'il faut un instrument sur la planète, alors qu'on peut faire de la planétologie simplement à partir de données qu'on recueille par satellite. Agnès en a un petit peu parlé, et on peut faire de la planétologie et donc avoir quand même des informations sur l'intérieur de la planète, des suppositions sur l'intérieur de la planète avec des mesures satellitaires. On va mesurer le champ de gravité, on va mesurer le champ magnétique, etc. Mais finalement, comme pour l'intérieur de la Terre, la sismologie, pour moi, reste la science qui permet de confirmer quelque part ou d'aller chercher un peu plus de détails par rapport à des hypothèses de mesures qu'on fait, qu'on appelle potentielles, depuis l'extérieur, et où plusieurs modèles peuvent expliquer ces données vues à partir notamment d'imagerie satellitaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les ondes sismiques se déplacent moins vite dans la roche liquide? Alors, pourquoi ça dépend vraiment de la facilité voilà, c'est lié à une propriété intrinsèque, ce qu'on appelle les coefficients élastiques des roches, quoi. Donc, dès qu'on met un peu de fluide, en fait, ça ralentit la propagation d'une onde. C'est une image que je donne, mais très schématique. Voilà, c'est comme quand vous marchez. Voilà, si vous êtes sur une route bien dure, vous allez pouvoir marcher vite. Mais s'il y a une grosse flaque de boue au milieu, quand vous allez marcher, ça va être plus difficile et vous allez marcher plus lentement. Voilà, un peu les ondes sismiques, c'est un peu pareil. Quand elles se propagent dans les différents types de roches avec un peu de liquide ou beaucoup de liquide, vous allez plus ou moins vite, en fait, quoi, tout simplement.
Alors, j'ai une petite coupure de connexion, donc Ah, j'ai pas entendu toute ta réponse, mais j'espère que tout le monde a pu l'entendre. Tu as évoqué aussi à la fin de ton intervention la notion de séisme virtuel. Donc, oui, est-ce que ça permet d'avoir une visualisation en profondeur et à quelle profondeur? voilà. Aujourd'hui, en fait, donc c'est en effet ces séismes virtuels qu'on crée. Encore une fois, c'est pas magique, hein. C'est simplement qu'il y a des ondes sismiques qui se propagent toujours dans la Terre à cause de ces de ces sources à la surface, hein, donc les océans, D'accord. l'activité humaine, le vent, et cetera, quoi, hein. Et en fait, la profondeur à laquelle on peut sonder dépend beaucoup, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais de la fréquence, en fait, finalement, de ces oscillations à la surface de la Terre. Donc aujourd'hui, en fait, ce bruit ambiant, on peut très bien l'utiliser pour de l'imagerie, on va dire, pour étudier la croûte et la lithosphère et faire des images en 3 dimensions. Voilà, donc là, il y a énormément d'études aujourd'hui qui se basent là-dessus, disons pour oui, donc les 100 premiers kilomètres globalement. Mais j'avais montré une figure très rapidement. Donc en utilisant ce qu'on appelle les ondes de surface, qui elles, par contre, se propagent plutôt proche de la surface de la Terre. Ce pas les ondes S, hein, elles arrivent un peu plus tard, en fait, j'en ai pas trop parlé. Mais on a pu montrer récemment qu'on pouvait quand même recréer des ondes de volume, donc les ondes P et les ondes S, qui se propagent dans le volume, dans l'intérieur de la Terre, même à des grandes distances, même aux antipodes de la Terre. Donc ça veut dire que finalement, on peut sonder l'intérieur de la Terre de la même manière, c'est les mêmes types d'ondes que quand il y a des séismes. Donc on peut descendre jusqu'à la base du manteau et il y a même des études qui sortent, d'études de l'intérieur, de la structure de la graine à partir de ces vibrations ambiantes à la surface de la Terre. C'est quand même assez magique de se dire que le mouvement des ondes de la Terre nous permet de savoir quelles sont les propriétés de la graine à 5000 km de profondeur sous nos pieds. Et du coup, on a une idée de la composition du noyau de Mars? Alors, le noyau de Mars. Alors, le noyau de Mars, pour expliquer, alors on n'a pas vraiment d'ondes qui traversent, on utilise les ondes qui se réfléchissent, les propriétés d'amplitude, et puis d'autres techniques que la sismologie, hein, aussi, et par rapport à la densité globale de Mars, et cetera. C'est c'est très probablement du fer liquide, du fer liquide, hein, probablement, en grande partie, hein, voire entièrement, un peu comme sur Terre, à peu près 80-85%, avec des éléments plus légers. Mais là, c'est encore une question, que ce soit sur Mars ou comme sur la Terre, quels sont ces éléments légers? Voilà, certains disent qu'il y a peut-être même un peu d'eau à l'intérieur du noyau terrestre ou du noyau martien, mais c'est essentiellement du fer. Et puis quand on regarde la proportion de noyaux sur Terre et la proportion de noyaux sur Mars, c'est quasi similaire. Donc ces planètes telluriques se forment probablement à partir des mêmes proto-éléments qui ont à peu près les mêmes compositions, et ce qui fait que voilà, les éléments lourds comme le fer ont plongé, ce qu'on appelle la différenciation, hein, et sont retrouvés au centre. Les éléments plus légers, les silicates, ont fait ce manteau qu'il y a autour, et le fait qu'on a la même proportion, donc les rayons ne sont pas les mêmes, hein. Voilà, le rayon de la Terre, c'est 1300 km, Mars, c'est 3300 à peu près. Mais le pourcentage, hein, à peu près 40-50% de noyaux en termes de rayons, est le même. Donc, probablement, les modes de formation sont les mêmes. Donc, ça, c'est un des enseignements de ça. Contrairement à la Lune, qui a un noyau en proportion beaucoup plus petit que son manteau. Voilà. Et donc, ça veut dire que la Lune ne s'est pas formée de la même manière que les planètes telluriques. Et donc, voilà, il y a ces fameuses hypothèses que ce soit un impact majeur sur la Terre dans ses premières années, son premier milliard d'années de vie, qui a éjecté une grande partie de la Terre, mais essentiellement du manteau silicaté et très peu de fer, ce qui expliquerait que le fait que la Lune soit finalement petite par rapport au manteau. Tu as parlé des planètes telluriques, donc il y a un collège qui nous demande si on peut supposer des séismes sur les planètes gazeuses. Alors, ce ne sera pas des séismes sur la partie Ouais, dans le gaz, ouais. parce qu'un séisme, c'est une rupture sur une faille entre deux blocs solides, hein, voilà, schématiquement. Mais pour la petite histoire, je vous ai parlé du bruit ambiant et de cette manière de reconstruire l'intérieur, hein. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer ici, mais cette méthode-là, en fait, elle a d'abord été développée pour l'étude de l'intérieur du Soleil. Alors, je ne parle pas d'une Mmh mh. planète, je parle d'une étoile, encore mieux, donc entièrement gazeuse, voilà. Et en fait, les images du Soleil qu'on a depuis la Terre, et
Donc, si on regarde un point, voilà, la couleur change à cause de la température à la surface du Soleil, et puis on en prend un deuxième, et on fait cette opération mathématique, et on peut montrer en fait que ça nous permet de recréer des ondes P, donc, parce que c'est fluide, il n'y a que des ondes P dans le Soleil, hein. Ça nous permet de recréer les ondes P qui se propagent à l'intérieur du Soleil, et on a pu déterminer la structure interne du Soleil à partir de finalement des espèces d'ondes qui se propagent à l'intérieur du Soleil sans jamais avoir posé un seul instrument. Évidemment, on ne peut pas le poser, voilà, c'est trop chaud, trop loin, trop gazeux, c'est gazeux. Mais on peut connaître l'intérieur de ce Soleil et puis faire la même chose sur la structure gazeuse des planètes, de connaître la structure gazeuse en une dimension, hein, de l'intérieur de ces boules. Voilà. Et du coup, ça nous donne des éléments sur la structure interne de Jupiter, par exemple? Alors, moi, j'ai pas, à ma connaissance, c'est des choses qui n'ont pas été encore faites sur Jupiter, mais j'avoue qu'il faudrait que je regarde un peu la bibliographie là-dessus. Mhm. J'avoue me concentrer personnellement sur la Terre interne et ce qui est solide et pas sur ce qui est gazeux. Je Oui, suis oui, vraiment oui. désolé de ne pas pouvoir répondre à Non, ça, non, mais quoi. il n'y a Voilà, pas de mais je souci. Il y a pense, pas de je crois pas souci. qu'il y ait eu d'études, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Ok. Et alors, du coup, comment on explique les séismes sur la Lune? Alors, les séismes sur la Lune, il y en a. Alors, il y a déjà c'est pas des séismes, mais une partie des enregistrements sismiques, c'est des impacts aussi météoritiques. Le fait, en fait, qu'il n'y ait pas d'atmosphère fait qu'il y a des météoritiques et il n'y a pas de bruit, donc on les enregistre très bien. Donc, une partie de ces données des missions Apollo, c'est des impacts météoritiques sur la Lune, quoi. Mais il y a des séismes, et en effet, alors il y en a deux types, ce que je disais, il y en a qui sont très probablement dans la croûte et qui sont liés probablement au changement de température majeur qu'il y a entre le jour et la nuit. Alors, non, je ne suis pas du tout planétologue, hein, je suis désolé, mais il y a plusieurs centaines de degrés d'écart, je pense, entre le. Et donc, en fait, ça dilate, ça contracte ces roches et elles cassent, hein, donc au niveau de D'accord. faille, hein. Et puis, on a vu, c'était une découverte vraiment de ces missions-là, des séismes beaucoup plus profonds, probablement dans le manteau inférieur de la Lune. Et on pense que c'est des effets gravitaires, en fait, et qui expliqueraient qu'ils soient toujours du côté de la face visible et du côté de la Terre. Et c'est l'effet de gravité de la Terre qui, en fait, déforme ce manteau et générerait des événements sismiques profonds à l'intérieur de la Lune. D'accord. Petite question de vocabulaire, je me souviens, enfin, il y a une question sur l'une des diapos où tu en as parlé, des raies sismiques. Alors, il faut Ouais. entendre rais par quoi? C'est quoi la Alors, définition? ray, c'est un petit peu une notion de rayon. Voilà. Alors, j'ai fait ce petit transparent simplement parce que souvent dans les livres, notamment collège, lycée, on a tendance à représenter les ondes sismiques par ces rayons, voilà, comme des traits qui relient le séisme et la station. Mais ça n'a pas d'existence physique. Voilà, il n'y a pas un rayon lumineux, voilà, qui va du séisme à la station. C'est un objet mathématique, voilà, qui nous dit dans quelle direction va l'onde sismique, donc cette vibration du sol, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est plus simple à manipuler que de travailler sur cette du front d'onde, c'est-à-dire à chaque moment, à quel temps et dans quelle direction bouge chaque morceau du sol. Voilà. Travailler sur la direction de ce mouvement d'onde entre un séisme et une station. Et donc, en gros, savoir quand j'ai une onde P enregistrée à une station à cause d'un séisme, en fait, par où elle est passée, ce petit bout d'onde que j'enregistre à ma station, et donc, voilà, sur quelle zone en profondeur de la Terre renseigner. Mais D'accord. on manipule ça comme de l'optique, comme tous les élèves de collège et lycée voient, avec ces réflexions, ces transmissions. Voilà, ces raies sismiques nous permettent en fait l'optique de l'intérieur de la Terre. Alors, il y a un enseignant qui pose la question, pourquoi on parle d'ondes L, qui seraient des ondes de Alors, surface? ouais, les ondes L, c'est un des deux types d'ondes de surface. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler ici, hein. Donc, on a, je disais, les ondes P, les ondes S qui sont de volume. Donc, P, ou pression, cisaillement, qui elle se propage dans l'ensemble de la Terre. Et puis parce qu'il y a une limite entre des matériaux solides et puis du vide, schématiquement c'est l'atmosphère, mais globalement disons que c'est du vide, il y a une interface qu'on appelle une surface libre. En fait, on a des ondes qui vont se propager au niveau de cette surface.
Et c'est ça qu'on appelle les ondes de surface. Voilà. Et dans les ondes de D'accord. surface, il y en a deux types. Il y a les ondes de Love et les ondes de Rayleigh qui correspondent à des déplacements des particules différents. Voilà, et donc Love, onde L, c'est pour onde de Love. Puis on retrouve des fois R pour onde de Rayleigh, d'ondes de surface. C'est celles qui sont les plus dommageables en cas de séisme, notamment parce que c'est des mouvements plus lents et avec une composante horizontale importante. Une question, sur la composition finalement de la Terre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a plus de couches dures ou plus de couches molles dans la Terre? Ben, on va dire dur, si l'idée est de dire solide versus fluide. Il faut Oui, bien comprendre oui, que le manteau terrestre, qui est l'essentiel en termes de matière, hein, alors même si c'est en rayon la moitié, c'est la partie externe. Donc en termes de volume, hein, c'est de la Terre, c'est du manteau. Et le manteau est solide. Voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête, hein. Le manteau est solide. Si j'arrivais, on n'y arrive pas encore, mais à creuser à 1000 km de profondeur et que je prenais un élément de ce qui se passe, j'aurais une roche solide. Simplement, elle se déforme à long terme de manière plus plastique, contrairement aux roches de la croûte qui vont casser. Et puis, très localement, ce manteau, il fond. On peut le faire fondre, mais pour ça, il faut par exemple amener de l'eau. Et par exemple, c'est le cas au niveau des zones de subduction, on va localement le faire fondre avec de l'eau qui vient des plaques en subduction et générer ce magma qui va remonter et aller au volcan. Mais le manteau est solide. La seule partie fluide de la Terre, c'est le noyau externe, qui fait donc à peu près 2000 km d'épaisseur, quoi, mais qui d'accord. au centre, donc en termes de volume, c'est faible. Dans une de tes diapos, il y avait gamma, VS, ça veut dire quoi? Alors je ne sais pas si c'était gamma ou delta, c'était en fait la variation, je pense que je ne sais plus laquelle c'est, hein, mais Ça c'était devait pour être dire le que c'est delta, c'est ça, c'est une sur les variation. images tomographiques, bien ces images en couleur que je vous montrais en 3 dimensions de la Terre, c'est ce qui est représenté par les couleurs, c'est pas la vitesse absolue des ondes, c'est la variation de la vitesse à une profondeur donnée par rapport à la vitesse dans le modèle, une dimension D'accord. qu'on connaît. Et donc on dit que c'est un delta, c'est une variation de la vitesse qu'on exprime en pourcent par rapport à la vitesse moyenne à cette même profondeur. Donc ça nous dit juste c'est plus rapide ou plus lent par rapport à la vitesse moyenne à la même profondeur. Voilà, on arrive à la fin. Alors, il y a toujours la petite question personnelle, Jérôme. Ouais. Ton parcours, de formation et qu'est-ce qui a fait qu'à un Ouais, moment donné, tu en es arrivé? Alors, tu nous as dit non, tu nous en as dit un mot, hein, au j'ai début, un peu parlé en intro, mais mais oui, quand même, parce que c'est un travail qui doit quand même comment dire? T'impliquer énormément, donc ça se fait pas au ouais. hasard, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es devenu, Non, alors sismologue? bon, bah, moi j'étais un élève de collège et de lycée standard, on va dire, quoi, voilà, mais avec un intérêt où je bouquinais des bouquins scientifiques, sciences et vie, et cetera, quoi. Et je le disais en intro, au début, j'avais jeune, qui aime les sciences peut-être, une passion pour l'astronomie et l'astrophysique, hein, que j'ai toujours Mmh. gardée depuis. Heu, mais heu, mais en fait, c'est au fur et à mesure de ma formation, de mes voyages, et cetera, où clairement, j'ai eu un intérêt aussi pour l'intérieur de la Terre, simplement en regardant les volcans. Voilà, je suis né dans le Massif central, alors ils sont et de comprendre ces structures-là, voilà, et donc j'ai décidé d'aller dans une école d'ingénieur en fait, qui me permettait de faire de l'étude de la Terre, mais qui pouvait éventuellement m'amener vers de l'astronomie, quoi, voilà, hein, qui était à Strasbourg. Et puis c'est des rencontres avec des professeurs notamment, qui m'ont fait comprendre un peu, voilà, ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, sans doute beaucoup moins bien qu'eux, un peu ces mystères qu'il y a sous nos pieds, qui sont presque plus difficiles extérieur. Et puis bah, la sismologie, voilà, j'ai aimé la physique, et c'est des phénomènes physiques, hein, et donc bah, j'ai trouvé une espèce de mélange entre des aspects presque naturalistes ou voilà, de là où on vit tous les jours et puis de l'approche physique. Donc c'est ça qui m'a motivé. Et puis sur le reste de ma carrière, j'ai un intérêt, moi, pour ces données, ces mouvements du sol, de les acquérir, de les donner aux chercheurs, qui puissent les Mmh. manipuler. Voilà, tout ce que j'ai présenté là, ce n'est pas mes travaux, c'est les travaux d'une communauté internationale. Et ça, on le découvre que parce que en sismologie, on partage nos données entre pays.
entre chercheurs de manière complètement ouverte et gratuite. Et je trouve ça assez beau. Et donc, c'est pour ça que je suis, tu le disais, physicien du Corps national des astronomes physiciens, où une partie de nos activités, c'est un système d'observation pour produire de la donnée qui peut être réutilisée par tous les scientifiques de la Terre. Je l'ai longtemps fait en sismologie, je le fais depuis quelques mois à l'Observatoire ici de volcanologie et sismologie de Martinique, à aider les communautés de volcanologues à comprendre notamment ces édifices volcaniques, et puis aussi parce qu'il y a des implications pratiques quotidiennes de surveillance aussi, et puis de risques pour les populations, et que c'est à travers l'acquisition de ces données que on peut avoir aussi une vie peut-être un peu plus sûre, une meilleure maîtrise des risques telluriques de notre planète. Eh ben, écoute, un grand merci, Jérôme. Et puis, je peux te dire que c'était tout à fait passionnant. Merci Donc, beaucoup. tu as Ça a réussi. pu aussi et peut-être réveiller des vocations, qui sait. Et en plus de ça, non seulement c'est très intéressant, mais les enseignants ou les élèves nous disent que c'est tout à fait en lien d'ailleurs avec ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, tu vois, tu es en Eh ben, complète phase. Donc, moi, je te dis un grand, grand merci. En fait, on est en merci train à de vous et clôturer merci de donc 3 l'organisation. journées, hein, ce marathon de l'année des géosciences, hein, parce que là, on termine donc ces 12 interventions qui, j'espère, ont pu vous montrer cette richesse et cette très grande diversité des géosciences. Et très certainement aussi, parce que ça, je pense que c'est indiscutable de partager la passion, hein, que tous les chercheurs qui se sont adressés à vous ont réussi à vous montrer. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et puis, ça nous montre aussi que les métiers scientifiques peuvent être vraiment passionnants et où on peut s'y épanouir complètement pleinement. En plus, des grands voyageurs, hein, quand même, hein, Jérôme. Hein, la plupart du temps, Tout à fait. C'est aussi c'est. un métier où on peut voyager et découvrir la Oui, Terre autrement. Voilà. oui, oui. C'est une obligation, hein, si je comprends bien, parce que si on peut pas être enfermé dans son bureau là. À un moment donné, faut Non, pouvoir. l'étude de la Terre, il faut être sur le terrain, je pense. Enfin, on peut faire plein de choses au laboratoire et on travaille beaucoup au laboratoire, évidemment, ou devant ses ordinateurs, mais je pense que les scientifiques ont ce besoin aussi d'aller sur le terrain, hein, voilà, soit étudier ces roches, soit installer des capteurs pour comprendre. Mais oui, c'est un métier où on peut en fait être en contact direct avec l'objet qu'on étudie. Et de rencontrer d'autres scientifiques également, hein. Ça aussi, c'était Ouais, très ouais. présent, hein, dans vos propos, hein. Ouais, bien sûr, Voilà, donc la science ne se fait pas tout seul. Voilà. non, mais ça mériterait d'ailleurs qu'on fasse une visio, ne serait-ce que pour parler de ce sujet-là. Il y a des sujets qui sont pas suffisamment évoqués, justement, auprès de nos élèves du secondaire. Alors, je voudrais quand même faire un remerciement et un petit coucou. Alors, je ne sais pas s'il est là, mais je lui enverrai tout de même un remerciement parce que Gueltaz Maeo, hein, a fait un énorme travail pour tous vous rassembler. Parce qu'en amont, on avait aussi réfléchi, hein, sur la façon dont on pourrait construire le programme, mais Gueltaz a fait un gros travail pour vous contacter et vous demander de participer à ces journées. Donc un grand merci à Gueltaz, un grand merci à tous les participants. Donc vous étiez 11, hein, puisque Muriel a fait 2 interventions, une pour le premier degré, une pour le second. Et un grand merci aussi à tous les participants qui ont été fidèles à ce rendez-vous, hein. Je répète, hein, nous avons eu plus de 12 000 inscrits sur ces 3 journées. Donc je pense qu'on peut dire que ces journées nationales, hein, des géosciences ont été réussies. Voilà. Mais c'est grâce à vous tous. On se dit peut-être à bientôt pour d'autres voyages et d'autres disciplines et d'autres domaines. Et passez une bonne fin de journée. Au revoir à Au tous. revoir à tous.